Alors, je vous propose l'étude de cet exercice, donc, qui est l'étude d'un ressort incliné. Donc vous avez le texte en description. Donc l'idée c'est de se refaire un petit peu la main sur toutes les techniques qu'on a vues sur le ressort incliné, l'équation différentielle, sa résolution, les conditions initiales, et puis un petit peu plus dans les dernières questions 4 et 5. Alors, il y a des moments où je vous demanderai peut-être de mettre en pause, mais vous pouvez très bien donc le faire vous-même pour réfléchir un petit peu aussi à l'exercice, plutôt que ce soit un petit peu interactif, dans le sens où que vous ne fassiez pas que de la lecture de vidéos. Donc on va voir ça par exemple dans la première question. Alors dans la première question, on vous demande de représenter le repère adapté à cette étude. Donc il s'agit d'un ressort qui est incliné, donc qui est accroché au point O, la masse M va osciller, le plan est incliné donc d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, et on vous demande donc de trouver un petit peu le repère qui est adapté à cette étude. Alors, le choix du repère, donc là vous pouvez éventuellement mettre en pause pour réfléchir et puis dessiner, faire le petit dessin. Donc le repère en question, donc ça va être un repère cartésien qui sera représenté de cette manière-là, à savoir, donc ici vous avez donc le ressort incliné, l'angle alpha donc, qui est indiqué ici, donc par rapport à l'horizontale, donc le repère cartésien qui est adapté, donc c'est un repère donc OX, OUX et OUY, donc de telle sorte que le vecteur unitaire UX soit dirigé donc constamment vers le point mobile, donc qui est l'extrémité fixe du ressort. Donc qui va donc contenir ou la masse M. Voilà, donc cette masse M est accrochée donc en M, on va dire, au point libre du ressort. Donc le repère cartésien qui est adapté, donc c'est O, UX et UY. Alors dans la deuxième question, on vous demande de trouver la position d'équilibre. Alors pour ça, il faut faire un petit dessin. Donc dans la deuxième question donc, qui est ici, donc, on vous demande de réfléchir un petit peu au dessin qu'on pourrait faire. Donc bilan des forces, placer tous les angles pour pouvoir ensuite répondre à la question, donc quelle est la position d'équilibre XE. Alors, les différentes forces qu'on a sur ce système-là, donc sont donc le poids P de la masse M, la réaction normale puisqu'il s'est posé sur un support, il n'y a pas de frottement, et puis donc la force de rappel du ressort. Donc comme le ressort est ici allongé, donc on a du coup une force de rappel qui est dirigée dans ce sens-là. Du point de vue des angles, alors du point de vue des angles, on a l'angle alpha donc, qui est entre la piste et l'horizontale. Ici vous avez un angle de pi sur 2. La somme des angles valant pi, donc cet angle-là vaut pi sur 2 moins alpha. Donc pi sur 2 moins alpha sera un angle important puisque c'est l'angle entre le poids, qui est vertical descendant, et l'axe ou le plan incliné de la piste. Alors maintenant il faut écrire le PFD. Donc là vous pouvez mettre en pause pour exprimer donc le PFD, exprimer correctement donc le poids, ses composantes, bien réfléchir sur ses composantes, l'expression de T et l'expression de Rn. Voilà, donc une fois que vous avez ces trois vecteurs-là, donc vous pouvez remettre la vidéo en fonction pour qu'on puisse vérifier ensemble si c'est correct. Alors pour le PFD, on a donc P plus T plus Rn égale à 0 puisque on est à l'équilibre. Là je vous rappelle, on recherche une position d'équilibre, donc il n'y a pas d'accélération. Donc l'accélération est nulle. Donc somme des forces égale à 0. Alors vous dites à l'équilibre, somme des forces égale à 0 tout simplement. La force de rappel du ressort, donc,
c'est moins k facteur de, donc la longueur du ressort, c'est-à-dire le xe qu'on veut trouver, moins la longueur à vide, et multiplié par un vecteur unitaire qui est dirigé de haut, l'extrémité fixe, vers l'extrémité libre. Donc ici, c'est ux. D'où l'intérêt d'avoir pris ux comme un des deux vecteurs de la base cartésienne. Pour le poids, si on reprend un petit peu le cas du poids, alors, le poids est vertical descendant. Donc il faut connaître l'angle entre le poids et ux. Donc l'angle entre le poids et ux, c'est pi sur 2 moins alpha. Et l'angle entre le poids et uy, c'est donc pi sur 2 moins alpha plus pi sur 2. Donc ce qui va me permettre d'exprimer dans un premier temps donc les deux composantes du poids, donc qui sont donc mg cos de, on l'a dit, pi sur 2 moins alpha, à savoir mg sinus alpha, et puis mg cosinus de pi sur 2 moins alpha plus pi sur 2. Donc tout ça est égal à moins mg cosinus alpha, puisque donc on a cos de pi moins alpha, et cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Du coup, la deuxième force, donc qui est T, alors T, donc comme T est égal à moins K facteur de xe moins L0 ux, donc sa composante sur ux, c'est moins K facteur de xe moins L0. Donc 0 en uy. Ensuite, la réaction normale, donc la réaction normale donc, qui est ici, donc sa composante, il n'y a pas de composante puisqu'elle est perpendiculaire à ux, il n'y a pas de composante sur ux, et sa composante sur uy, c'est Rn, c'est sa norme. Et tout ça est égal au vecteur nul. Donc en fait, on va avoir juste besoin de projeter donc, notre condition d'équilibre sur ux, d'accord, donc d'utiliser simplement la première ligne de cette écriture vectorielle. Donc ce qui va nous donner en fait la relation suivante. Donc, en sachant que je vais projeter uniquement sur ux, donc on va avoir mg sinus alpha, ce terme-là, donc moins k xe moins L0, plus 0 égale à 0. Ce qui permet du coup de dégager xe, donc la longueur du ressort à l'équilibre, donc L0 plus mg sinus alpha sur k. Alors, on peut remarquer que c'est bien supérieur à L0, donc c'est normal, puisque le ressort est étiré. Alors, juste en remarque, si on avait utilisé la deuxième projection, donc c'est-à-dire sur ux, sur uy. Donc sur y, qu'est-ce que ça nous aurait donné comme renseignement? Eh bien simplement, on aurait pu écrire donc moins mg cos alpha plus 0 plus Rn égale à 0. Donc ce qui aurait permis en fait de trouver en fait Rn, donc la réaction normale, donc qui est égale à mg cosinus alpha, mais on n'en a pas besoin pour le reste. Mais c'est intéressant de le remarquer qu'on aurait pu donc du coup trouver la norme de la réaction normale en s'occupant uniquement en fait de la projection du PFD, de la condition d'équilibre, sur uy. Alors maintenant on vient à une condition problème délicat, donc qui est trouver l'équation différentielle du mouvement. Donc là on va du coup utiliser le PFD. Donc somme des forces égale ma, donc là je vous ai remis donc, le poids plus T plus Rn égale ma. Voilà, donc à vous de trouver les composantes qu'on va mettre sur le poids, sur T, sur Rn et sur ma. Donc là vous pouvez mettre en pause et puis reprendre après. Donc sur P, qu'est-ce qu'on a? On va avoir toujours le même vecteur, donc ces composantes ne changent pas, c'est-à-dire que le poids on a toujours mg sinus alpha, ça ne change pas. Ici, on va avoir moins mg cosinus alpha. Pour t, eh bien, on aura moins k facteur de x moins L0 cette fois-ci, puisque c'est plus xe, c'est x. Puis toujours 0 en uy. Rn ne change pas, donc 0 est Rn. Alors, au niveau de l'accélération, ben là, il faut refaire un petit peu de cinématique, c'est-à-dire, il faut partir de OM. Donc le vecteur position, le point M, il est repéré par rapport à l'allongement X du ressort à la date T.
Donc c'est simplement x ux. Le vecteur vitesse, c'est donc x point fois ux. Le vecteur accélération, c'est donc x point fois ux, de nouveau. Donc il n'y a pas de composante sur uy, hein, le mouvement est rectiligne. Donc ici ma, ben, c'est mx point sur ux et 0 sur uy. Donc en fait, on va utiliser uniquement la projection sur ux du PFD. Donc il va s'écrire, alors mg sinus alpha moins k facteur de x moins L0 plus 0 égale à mx point. Alors l'énoncé est très précis, c'est-à-dire qu'il doit faire intervenir xe, donc pas de L0. Donc là la petite astuce, entre guillemets, c'est de revenir en fait à l'expression qu'on a établie à l'équilibre, alors que je vous remontre donc juste précédemment, donc c'est-à-dire l'expression qui est ici, de xe, de manière peut-être plus pratique, donc cette expression qui est là. C'est-à-dire remplacer directement mg sinus alpha par k facteur de xe moins L0. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va remplacer mg sinus de alpha par k facteur de x à l'équilibre moins L0. Donc on va avoir alors k facteur de xe moins L0 moins k facteur de x moins L0 égale mx point. Donc vous voyez que quand j'ai factorisé donc, ce terme-là par k, les L0 vont simplifier, puisque ici on aura moins L0, et moins par moins, donc plus L0. Donc du coup, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester, alors k facteur de, donc xe, ça va rester, moins x, ça va rester, est égal à mx point. Donc on va tout diviser par la masse m, donc on aura x point égale à k sur m, j'en profite pour développer, donc x à l'équilibre, moins k sur m, x. Et là on voit apparaître donc l'équation différentielle qu'on a déjà vue, en tout cas dont on a vu la forme, donc plus k sur m, x égale k sur m fois x à l'équilibre. Voilà, donc ça c'est notre équation différentielle en x de t. Donc c'est une équation différentielle du deuxième ordre, donc qu'on appelle l'équation de l'oscillateur harmonique, puisqu'il n'y a pas de terme de frottement, c'est-à-dire il n'y a pas de dérivée première en x point. Résolution de l'équation différentielle. Donc la première chose à faire, c'est de poser, même si c'est pas demandé, on va poser donc oméga carré égale à k sur m. Et oméga, donc qui sera du coup racine de k sur m, sera donc la pulsation du mouvement, la pulsation des oscillations. Et cette pulsation, elle sera exprimée toujours en radians par seconde. Donc si on a un produit oméga t, bien oméga t est un angle en radians. Alors au niveau de l'équation différentielle, donc on avait x point du coup plus oméga carré x égale à oméga carré xe. Donc à résoudre. Donc on pourrait réutiliser l'équation caractéristique. Bon, donc on aurait deux racines imaginaires, donc plus ou moins i oméga. Donc on sait que, on a déjà vu dans un exercice précédent, qu'on peut mettre donc, x de t donc sous la forme suivante, donc qui est grand A cos de oméga t plus grand B sinus de oméga t plus la solution particulière de l'équation qui est xe. Alors, on va tout de suite écrire x point de t, puisqu'on en aura besoin pour résoudre les constantes a et b, puisque pour l'instant, grand A, on ne le connaît pas, et grand B, on ne le connaît pas non plus. Donc si je dérive x par rapport à t, je vais donc avoir moins grand A oméga, sinus de oméga t, plus b
oméga cosinus de oméga t. Voilà. Donc vous pouvez mettre en pause pour essayer de trouver A et B à partir des conditions initiales. Réfléchir. Les conditions initiales, c'est quoi? C'est trouver x de 0 et trouver x point de 0. Voilà, donc là vous pouvez mettre en pause et puis reprendre directement après, donc pour que je vous donne la solution juste derrière. On va reprendre un petit peu l'exercice. Du coup, au niveau du texte, on vous dit qu'on lâche le point M à partir de sa position d'équilibre. Donc, autrement dit, on a une première condition initiale qui est x à la date 0 égale xe. Ensuite, on vous dit on lâche, et à partir de xe, mais en communiquant une vitesse, en envoyant le point vers le point haut. Donc je vous montre un petit peu le texte du début. Donc ça se situe ici. Donc à l'instant initial, on lance la masse située en xe avec une vitesse v0 vers haut. Donc on le lance dans ce sens-là. Donc avec un vecteur vitesse initial qui sera du coup opposé à ux. Et de norme v0. Puisque dans le texte, vitesse v0, ça sous-entend que c'est une norme. Donc c'est quelque chose qui est positif. Donc du coup, au niveau des conditions initiales, eh bien, on va écrire ça de la manière suivante. On a le vecteur vitesse à la date 0 qui sera égal à moins v0 ux, puisqu'on lance le point M vers haut. Bon. Or, on sait que le vecteur vitesse, v, il se met sous la forme x point fois ux. C'est ce qu'on a vu juste avant, quand on avait établi en fait les différentes relations entre le vecteur position et le vecteur vitesse. Voilà, qui est la dérivée du vecteur position. Donc ce qui va me permettre du coup d'écrire mes deux conditions, à savoir x à la date 0 égale à xe, et le x point à la date 0 qui est égal à moins v0, qui est négatif puisque la composante de la vitesse, encore une fois, est négative. Le vecteur vitesse initial, il est dirigé selon moins ux. Voilà. Alors après, on remplace t par 0 dans x et dans x point. Donc on aura x à la date 0 égale, alors si on remplace t par 0 ici, donc cosinus de 0 ça fait 1, sinus de 0 ça fait 0. Donc il va nous rester donc simplement grand A, c'est tout, plus xe. Voilà. Et tout ça égale à xe d'après ma condition initiale. X point à la date 0, donc là égale, donc je remplace ici t par 0, donc tout ce terme-là est nul, et là il va me rester simplement b oméga. Donc on va avoir b oméga qui est égal à moins v0. Donc ça vous permet d'avoir au final donc grand A égale 0 et B qui est égal à moins V0 sur oméga. Donc ce qui vous permet d'avoir la solution finalement de la longueur du ressort x de t, donc qui sera égale à alors moins V0 sur oméga sinus de oméga t plus x à l'équilibre. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu la forme de cette équation-là, on voit que donc, x de t est égal à xe plus une fonction sinusoïdale. Alors, cette fonction sinusoïdale, donc elle va varier, le sinus varie entre moins 1 et plus 1. Donc, ce qui veut dire que x de t il varie entre donc, xe moins v0 sur oméga et xe, du coup, plus v0 sur oméga. Puisque les valeurs extrêmes de sinus, c'est plus 1 et moins 1. Donc ça, c'est une première remarque qu'on peut faire. Donc c'est que x de t, donc il est compris entre... Alors la valeur la plus
plus grande, c'est lorsque le sinus du coup vaudrait moins 1, par exemple, à une date t pour laquelle le sinus serait égal à moins 1, on aurait du coup x de t compris entre xe plus v0 sur oméga. Et la valeur la plus petite serait lorsque, à une date t, le sinus serait égal à plus 1, donc pour laquelle donc, toute cette partie-là serait égale à moins v0 sur oméga. Donc du coup, x de t serait, sa valeur la plus petite, ce serait xe moins v0 sur oméga. Voilà. Et puis j'ai juste en profité pour recalculer donc x point de t, parce que j'en aurai peut-être besoin tout à l'heure. Donc x point de t, donc je redérive x par rapport à t. Donc la dérivée du sinus, hein, donc c'est oméga fois cosinus 2, donc du coup il va me rester simplement moins v0 cosinus de oméga t. Voilà, donc ça c'est l'expression de x point de t si j'en avais besoin ultérieurement. Question donc numéro 4, à savoir à quelles conditions sur la vitesse v0 la masse frappe-t-elle le point O. Masse m frappe le point O. Voilà. Donc précédemment, donc on a vu quelque chose d'intéressant, donc qui était l'encadrement de x de t. J'aurais peut-être même pu l'écrire sur la page d'après, puisque on va plutôt l'utiliser maintenant. Donc on va écrire donc x de t. Donc il est compris entre deux valeurs. Hein, donc je réécris simplement donc, ce que j'ai écrit juste à la page précédente. Donc xe moins v0 sur oméga et xe plus v0 sur oméga. Voilà. Donc, si à un moment donné, le ressort est tel que ce terme-là devient négatif, ça veut dire que la masse m est capable de frapper le point O. Autrement dit, tout va bien à partir du moment où ce terme-là reste constamment positif. Si ce terme-là reste constamment supérieur à 0, ça veut dire qu'à aucun moment la masse m ne peut frapper le point O. Donc on va dire que la masse m, donc elle peut frapper le point O, donc uniquement si le terme xe moins v0 sur oméga est négatif. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, la masse m passerait à gauche de O, donc ce qui n'est pas possible, puisque il y a une barrière matérielle, donc dans ce cas-là, ça veut dire que la masse m, du coup, frappe le point O. Et donc encore une fois, si xe moins v0 sur oméga reste positif, bien le ressort aussi sans que la masse m ne frappe le point O. Donc là, du coup, la masse m frappe le point O si ce terme-là est négatif. Et bien donc du coup, ça présente comme condition le fait que x à l'équilibre est inférieur à v0 divisé par oméga, ce qui fait qu'il faut que la vitesse à laquelle on envoie le point m vers O doit être supérieure à xe fois oméga. Voilà. Alors juste une petite remarque par rapport aux dimensions. Donc xe, donc il est en mètres. Alors oméga, alors il est en radian seconde moins 1. Donc ça se voit en fait dans les expressions précédentes. On aurait pu l'indiquer ici, puisque oméga t est un angle. Donc si oméga t est un angle, oméga est forcément en radian par seconde. D'accord? Donc ici par contre, comme oméga xe n'est pas dans un sinus ni dans un cosinus, mais on va garder en fait comme dimension pour oméga, non pas le radian seconde moins 1, mais plutôt en fait le seconde moins 1. Donc on met radian par seconde uniquement si oméga est à l'intérieur d'un sinus ou d'un cosinus. Du coup, ça veut dire que le terme xe fois oméga, il est bien en fait en mètres seconde moins 1. Donc c'est bien homogène en fait à une vitesse initiale. Dernière question, c'est la date du choc.
et la vitesse au moment du choc. Donc autrement dit, on va se placer dans les conditions où il y a possibilité d'avoir un choc, c'est-à-dire donc V0 donc supérieur à xe fois oméga. On se met dans cette condition-là. Donc quelle est la date du choc? Alors la date du choc, eh bien, on a choc à partir du moment où x, à la date, donc on va dire T1, on va dire T1 c'est la date du choc, est égal à 0. Voilà. Donc on sait que x de T1, eh bien, on l'a dans les expressions précédentes. Donc on sait que x de T, d'après ce qu'on a établi précédemment, donc c'est xe moins V0 sur oméga fois sinus de oméga t. Donc on va résoudre en fait xe moins V0 sur oméga sinus de oméga fois T1 du choc égale à 0. Donc là on va tout simplement passer donc ce terme-là de l'autre côté. Bon, puis on extrait sinus en passant en sinus moins 1, donc ça on sait faire. Donc on a donc T1 qui serait du coup égal à 1 sur oméga fois sinus moins 1 de xe oméga divisé par V0. Voilà. Donc on a cette expression-là pour la date T1. Remarquez plusieurs choses intéressantes, c'est-à-dire ce terme-là, xe oméga sur V0, donc xe oméga divisé par V0, il est bien plus petit que 1. Donc le terme qui est à l'intérieur ici, il est bien inférieur à 1. Bon, donc c'est tout à fait cohérent, puisqu'on ne pourrait pas avoir en fait de calculer un sinus moins 1 de quelque chose qui est plus grand que 1, ça n'existe pas. Le sinus d'un angle est toujours inférieur à 1. Donc le sinus moins 1 de quelque chose en question doit être plus petit que 1 obligatoirement. Vous ne pouvez pas avoir un angle dont le sinus fait quelque chose qui est supérieur à 1. Bon. Donc là, de ce point de vue-là, c'est cohérent. Donc ça, c'est la date du choc. Maintenant, la vitesse au moment du choc. Donc la vitesse au moment du choc, bien là, il va falloir reprendre en fait l'expression qu'on établit précédemment donc de x point, qui est ici, et puis donc injecter, donc, qui est ici, et injecter donc, dans cette expression-là, t égale à t1, pour avoir x point. Alors je vais reprendre l'expression du coup de x point. Je vais mettre ça en noir plutôt. Donc on a dit que x point à la date t, donc c'est moins V0 cosinus de oméga t. Donc on va voir en fait x point à la date t1 qui est égal à moins V0 cosinus de oméga fois t1. Alors, ici, on va retrouver un petit peu un raisonnement qu'on a vu en optique géométrique, à savoir, on a une date T1 qui s'exprime en fonction d'un sinus moins 1, qu'on va injecter ici, sous la forme d'un oméga T1, et prendre ensuite son cosinus. Bon. Donc il y a une relation qu'il faut bien connaître et qu'on va utiliser ici, c'est le fait que sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. Donc on va passer de cette manière-là du sinus au cosinus. Donc si vous voulez, on a l'expression de sinus de oméga t1 et on veut l'expression de son cosinus. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faudrait pas réinjecter t1 directement ici, ça compliquerait les choses du point de vue des notations. Il vaut mieux travailler directement sur sinus et cosinus. Donc on sait que le sinus de oméga t1, je vais le réécrire juste en dessous, sinus de oméga t1, donc t1 étant la date du choc, donc d'après l'expression qui est écrite ici, donc c'est donc xe oméga donc divisé par V0. Donc ce qui veut dire que le cosinus de oméga t1, c'est, alors, si on prend cos carré plus sinus carré est égal à 1, le cosinus de oméga t1, donc c'est racine carrée de 1 moins sinus carré de oméga t1. Tout ça à la racine.
Donc ce qui fait en fait 1 moins, alors sinus carré de oméga T1 c'est x à l'équilibre, oméga divisé par V0, donc au carré, et tout ça à la racine. Du coup, on aura x point donc, de T1 égale, donc là je reprends l'expression donc simplement qui est ici, donc moins V0 multiplié par le cosinus. Donc ça va me faire moins V0 fois racine carrée de 1 moins xe oméga divisé par V0 au carré. Alors on va bien évidemment simplifier tout ça, le V0 on va le rentrer sous la racine en V0 carré, ce qui va permettre de simplifier, donc ça va faire moins racine 2, on va avoir du coup V0 au carré, moins xe oméga au carré. Alors qui est bien négatif, puisque encore une fois, x point de T1 c'est pas la vitesse, c'est la composante de la vitesse. Cette composante est forcément négative, puisque au moment du choc, la vitesse est dirigée dans le sens opposé de ux. C'est tout à fait normal. Donc je rappelle que la vitesse au moment du choc, le vecteur vitesse au moment du choc, s'écrit v de T1 égale à x point de T1 fois ux. Donc pour répondre vraiment à la question quelle est la vitesse au moment du choc, donc ce qui veut dire qu'il faut calculer la norme en fait, la norme du vecteur vitesse. Et la norme du vecteur vitesse, c'est valeur absolue de x point de T1. Donc on va écrire que la vitesse du point M, donc de la masse M, au moment du choc, donc lorsque le choc, enfin, tout petit peu avant le choc en fait, hein, donc au moment du choc, donc est égal en fait à valeur absolue de x point de T1, puisque encore une fois on raisonne sur une norme, donc quelque chose qui est positif. Donc la vitesse au moment du choc, eh bien ce sera racine carrée de donc V0 au carré moins xe oméga au carré. Voilà. Alors, juste petit commentaire pour bien vérifier que tout est cohérent. On est dans le cas au départ où V0 est supérieur à xe oméga. Donc je le mets simplement ici en rouge. Donc on a bien en fait un V0 au carré qui est bien supérieur à xe oméga au carré. Donc autrement dit, le terme qui est sous la racine, c'est-à-dire V0 carré moins xe oméga au carré, il est bien positif. Donc on fait bien la racine carrée d'un nombre positif. Voilà. Donc moi je vous encourage à refaire, à redétailler en fait cet exercice-là qui est vraiment très très complet, et très formateur à tout point de vue. Donc choix du repère, bilan des forces, projection des forces, écriture d'une équation différentielle à partir du PFD, résolution à partir des conditions initiales qui sont, vous voyez ici, un tout petit peu particulières, puisque je reviens simplement sur le début, l'énoncé. En général, on lâche sans vitesse initiale, c'est-à-dire on tire sur le ressort, c'est un exercice qu'on avait fait, on tire sur le ressort et on lâche sans vitesse initiale. Donc là c'est un peu particulier puisqu'on lance la masse, on la lance, donc on lui donne une impulsion à partir de sa position d'équilibre. Voilà, donc c'est une situation qui est complémentaire à celle qu'on a déjà vue dans le cas d'un ressort qui était, lui, vertical. Donc là en plus il est incliné, donc ça complique un tout petit peu les choses. Voilà. Donc je ne saurais trop vous encourager à revoir cet exercice-là en détail, hein, qui est extrêmement formateur sur la mécanique et sur en particulier l'utilisation des ressorts et puis donc de tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Voilà.